Bonsoir. Les deux cadres de Goodyear à Amiens ont finalement été libérés cet après-midi après 30 heures de détention, enfin 30 heures retenues par la CGT qui refuse la fermeture du site. Le patronat avait condamné, l'opposition avait appelé à la fermeté. Le gouvernement était resté très discret au point même que Arnaud Montebourg cet après-midi à l'Assemblée nationale n'était même pas au courant de la libération des deux cadres dirigeants. En tout cas, cette séquestration, elle a été largement commentée à l'étranger et c'est pas la première en France. Justement, est-ce qu'il y a une spécificité dans notre pays? Est-ce qu'il faut séquestrer pour être entendu? Est-ce que la séquestration, c'est un mode d'action bien français? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Et oui, la séquestration dans les décodeurs de l'écho ce soir sur BFM Business jusqu'à 20h30 avec votre participation grâce au compte Twitter, grâce à l'adresse mail également, les décodeurs de l'écho@bfmbusiness.fr. Je dois dire que pour l'instant, eh bien, vous êtes plutôt très sévère contre la CGT, contre les auteurs de cette séquestration. Alors, plusieurs grands rendez-vous donc d'ici 20h30 comme on le fait tous les soirs. Oui, dans le passé déjà, il y a eu d'autres actions du même type lors de conflits sociaux, des actions rarement sanctionnées. Alors pourquoi cette clémence? Puis on essaiera de savoir aussi comment on en vient à une séquestration. Deuxième grand rendez-vous, comment qualifier le climat social en France? Est-ce que les centrales syndicales contrôlent vraiment toujours la base? Et puis, troisième point, vous verrez, cette séquestration a suscité beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires à l'étranger. On va encore se moquer de la France, ou nous plaindre, ou alors mettre à mal notre attractivité. Nos décodeurs de l'écho avec nous ce soir, il y a l'avocat d'affaires Philippe Lepec, il y a Frédéric Bedin, le président du Public System Hopscotch, qui est également vice-président de la commission innovation du MEDEF, Benaouda Abdedaïm de BFM Business, Emmanuel Le Chypre, également éditorialiste économique à BFM Business, et puis le directeur de l'Institut supérieur du travail, Bernard Vivier. Tout à l'heure à 20h avec nous, la vice-présidente, la porte-parole internationale du parti de gauche, Raquel Garrido. Ça risque d'être un peu explosif, comme on dit. Alors, bon, une grosse journée, un petit peu plus, d'ailleurs, retenue dans leur bureau. Oui, les bureaux dont les accès avaient été bloqués par des gros pneus agricoles. Hein, donc, les deux cadres, le directeur de production de l'usine d'Amiens et le DRH sont donc sortis cet après-midi. Le récit de Jean-Baptiste Huet. 15h45 cet après-midi, les deux cadres de l'usine Goodyear d'Amiens, séquestrés depuis hier, sont libérés grâce notamment à la présence des forces de l'ordre. Ils étaient retenus par la CGT depuis presque 30 heures à l'intérieur du site. Michael Vamen, le leader CGT, réagit sitôt les cadres libérés. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous relâchons ces deux messieurs, mais nous le faisons tout simplement parce que la direction Goodyear de toute façon n'a que faire de ces deux personnes. Nous relâchons ces personnes pour éviter que certains d'entre nous aient à répondre à la justice. À peine quelques minutes plus tard, à l'Assemblée nationale, après 24 heures de silence, le gouvernement réagit par la voix d'Arnaud Montebourg. Mais le ministre du redressement productif n'est pas encore au courant de la libération des deux dirigeants. Je demande ici, depuis l'Assemblée nationale, si je puis être entendu, que les deux cadres soient relâchés. Je rappelle qu'en septembre 2012, il y a eu une proposition de plan de départ volontaire avec des indemnités généreuses et la reprise par Titan de 530 salariés. La CGT, d'ailleurs, à l'époque, avait refusé. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse. Cette offre est toujours sur la table. Une offre toujours sur la table, indique Arnaud Montebourg, mais va-t-elle le rester longtemps? En tout cas, Maurice Taylor, le PDG de Titan, a réagi ce matin. Il a dénoncé un kidnapping et s'est étonné de la passivité du gouvernement. Dans l'opposition, c'est le même son de cloche, à l'image d'Éric Ciotti, le député UMP des Alpes-Maritimes. C'est une méthode inacceptable. On ne peut pas tolérer que, malgré cette situation de tension, il y ait des comportements qui s'associent à de la délinquance. La fermeture du site Goodyear d'Amiens Nord a été annoncée au mois de janvier de l'année dernière. Les syndicats qui avaient entamé des procédures pour tenter de faire annuler le plan social ont été déboutés au mois de décembre dernier. La CGT a décidé de poursuivre son action. Elle a annoncé cet après-midi qu'elle allait maintenant occuper l'usine
pour la négocier contre une prime de départ. Voilà, pourquoi pas. Voici les explications de Jean-Baptiste Huet. Oui, c'est une affaire qui a duré 30 heures, un nombre inconsidérable de tweets, tweets français bien sûr, tweets étrangers, de la presse internationale, de sites étrangers, grecs, turcs, britanniques, américains, allemands, espagnols. Regardez sur le compte Twitter si vous mettez un hashtag Goodyear aujourd'hui. Le monde parle de nous. Tiens, Bernard Vivier, c'est une pratique bien française, la séquestration ? Oui, malheureusement, c'est une pratique bien française et fort heureusement, si l'on prend notre histoire sociale sur une longue période, c'est une pratique en voie de raréfaction. Nous avons connu, alors au siècle dernier, au XXe siècle, c'est si loin, de grandes périodes avec des mouvements très forts. D'abord le Front populaire, les premières occupations d'usines. Il n'y avait pas vraiment de séquestration, mais il y avait vraiment des occupations d'usines. Juin 1936. Et puis dans les années 1970, juste après mai 68, il y a eu, théorisé d'ailleurs par des spécialistes de l'anarcho-syndicalisme, de l'autogestion, des militants qui voulaient séquestrer les dirigeants pour nier tout principe d'économie fondé sur l'économie de marché. Donc il y avait l'idée d'un socialisme autogestionnaire. Ces militants ont aujourd'hui disparu ou ont mué et nous avons aujourd'hui un paysage syndical beaucoup plus mûr et ancré dans des pratiques réformistes. Mais ici donc on séquestre moins, alors. Voilà, mais ici ou là, ça revient sur le devant de la scène, notamment en 2009 et 2010, où on a eu déjà une vague comparable à celle que nous venons de vivre à Goodyear. Bernard Vivier, est-ce que, allez, la CGT à Amiens, c'est un peu la cité dans la cité, est-ce que c'est un cas à part quand même, la CGT à Amiens, Goodyear? Oui. Oui, la séquestration est une spécificité française, mais ce que nous vivons, c'est un cas à part. C'est à Amiens, en Picardie, dans une culture de Maxime Grémez, de Michael Wamen, et c'est dans la Fédération de la chimie CGT. On ne peut même pas dire que ce soit toute la CGT qui appuie massivement ce conflit. La CGT, elle aussi, s'interroge sur l'efficacité nulle de ces méthodes et l'ouverture vers la négociation. Oui. Philippe Lepec, avocat d'affaires, vous avez des grands clients internationaux. Vous comprenez que l'on parle de ça, que l'on s'étonne de ça, de cette séquestration, donc dans la presse internationale, par exemple. Le principe, c'est difficile de l'expliquer à nos clients, mais le principe, c'est que le droit de grève est un droit qui n'est pas contestable. Le problème, c'est que l'entrave au droit du travail, c'est-à-dire de permettre à des gens de continuer à travailler, est une infraction. Alors, d'un côté, vous avez des gens qui défendent leur peau, et je peux le comprendre, parce que j'ai rarement été de l'autre côté, mais j'ai été quelquefois du bon côté, c'est-à-dire de celui qui a essayé de trouver des solutions. Malheureusement, en France, on a une pratique qui n'est pas celle de la solution. Vous êtes poussé par des politiques qui, pour faire le 20h et faire parler d'eux, viennent vous expliquer, comme certains dans l'ancien gouvernement qui venaient dire qu'il fallait absolument déposer plainte. Vous savez que déposer plainte, ça équivaut à aller devant voir un juge, évidemment. Ce juge prend une décision ou n'en prend pas. Le plus souvent, il n'en prend pas. Et les étrangers ne comprennent pas comment on peut, dans notre pays, avoir une justice qui ne prend pas des décisions alors qu'il y a des textes. Alors moi je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez qu'en France on peut très vite passer pour un criminel. Vous savez, dans cette affaire, si elle s'était mal terminée, imaginez qu'un des deux cadres, qui d'ailleurs au demeurant, je voudrais quand même préciser que ce ne sont pas des dirigeants, ce sont des salariés comme les autres qui les ont séquestrés. Donc imaginez qu'un de ces cadres ait eu un problème physique, sans avoir été touché par l'un des manifestants. Comment ça se passe? C'est criminel. C'est la cour d'assises. Il y a un article 224-224.1.2 du Code pénal. Alors, qu'est-ce qui va se passer si c'est ça qui arrive demain? Eh bien, on va retrouver des syndicalistes devant, pas des cours d'assises, parce que ça sera correctionnalisé, puisqu'il y aura moins de 7 jours de... Et on aura quelle décision? Est-ce qu'on aura, comme toujours en France, des décisions tièdes? Et je pense que tout ça, c'est le problème. Des politiques d'un côté, des avocats qui font monter la sauce de l'autre côté, des syndicalistes qui également racontent un petit peu leur histoire, et on en arrive à des conflits comme celui d'aujourd'hui. Oui, ce concours, entre guillemets, les ravisseurs, ravisseurs, ceux qui ont... Attention au terme qu'on emploie. Parce oui, je mets bien ravisseurs, entre guillemets, bien entendu. En tout cas, les salariés qui ont participé à cette opération, on parle de 10 ans de prison, c'est ça? Donc, maximum. Plus de 7 jours, c'est 20 ans. Oui. Moins de 7 jours, c'est correctionnel, c'est 5 ans. C'est ça. Pourquoi la justice ne poursuit quasiment jamais? Alors, la justice ne poursuivait pas parce que les employeurs
ne déposez pas plainte. Et puis, je vous le dis, certains politiques ont commencé à dire, vous devez déposer plainte. Il y a des patrons un peu, on va dire, Don Quichotte, qui, eux, ont déposé plainte. Ça n'a fait qu'envenimer les choses. Ça a créé un conflit dans le conflit. Et finalement, si vous regardez l'affaire Conti, par exemple, ça n'a pas donné grand-chose. Conti, c'était donc à Compiègne, c'était la destruction de préfecture par les salariés de Continental. Finalement, ce sont des décisions qui sont tièdes, des décisions qui n'aboutissent ni à satisfaire le salarié. Est-ce qu'on a peur, il y a un climat social ? Oui, ouais. Le juge est le garant du climat social en réalité, alors qu'il serait simple pour lui d'appliquer la loi. Frédéric Benin, c'est vrai, il faut faire attention aux termes qu'on utilise. J'ai utilisé délibérément le terme ravisseur, entre guillemets, mais vous parlez de quoi ? De prise d'otage, de kidnapping ? Parce que sur Twitter, c'était sévère. On parlait même de terrorisme, certains, par exemple. Terrorisme, non, bien sûr que non. Pas, mais oui, ils ont été pris en otage, ils ont été privés de liberté. Ils pouvaient pas rentrer chez eux, ils pouvaient pas rentrer voir leur famille. Ces gens-là, ils doivent avoir des enfants qui ont vu leur père à la télé dans une situation épouvantable. Donc ça va les marquer toute leur vie. Oui, et juste situation épouvantable, situation d'humiliation. Ceux qui nous suivent à la télévision, je voudrais qu'on regarde ces images justement qui ont été filmées cet après-midi, où on voit justement l'un des cadres dirigeants, je ne sais plus lequel, peu importe, où on voit l'un des syndicalistes qui lui tire l'oreille ou qui le pince à l'oreille, voilà. Et c'est vrai que la scène est complètement humiliante. Allez-y, Frédéric. Des situations qu'ils ont décrites ce matin comme épouvantables. Ils ont dit que c'était dur. Alors après, quand ils sont sortis, ils ont dit non, on a été bien traités. On sent qu'il y a eu une négociation pour tout apaiser et que ce sont des gens responsables. Et c'est vraiment tout à leur honneur. Mais ce matin, ils ont dit aussi qu'on les a empêchés de dormir, qu'ils ont essayé de dormir, qu'on les en a empêchés. Ça, mine de rien, c'est une torture. Donc, si vous voulez, j'emploie le mot parce que désolé, mais on prive des gens de liberté et on les torture, même gentiment, peut-être. Il me semble que c'est très grave. Et la France n'a pas besoin de ça parce que ça, à l'étranger, ils disent voilà ce qu'on fait même pas des patrons, des cadres, et qu'on laisse faire et qu'on laisse la CGT finalement dire que tout ça c'est pas très grave. Pierre Laurent a dit oh oui c'est pas très grave. Jean-Claude Mailly a dit aussi un truc. Jean-Claude Mailly, ce qu'il a dit, la séquestration n'est pas la bonne méthode, mais c'est pas non plus un drame. Ça arrive de temps en temps. Voilà ce qu'il disait le numéro. Voilà. Et je me souviens d'une réunion on avait discuté avec lui chez Croissance Plus où il avait dit oui c'est finalement une bonne méthode quand on n'en a pas d'autres pour se faire entendre. Et quelqu'un lui avait dit la prochaine fois qu'il y a une grève générale, je suggère de kidnapper vos enfants et puis quand vous lancerez un appel à refaire rouler les trains et les voitures, à ce moment-là, on vous les rendra. Qu'est-ce que vous direz ? Ouais, non, bon d'accord, dans ces cas-là. Et autour d'un verre, on s'était réconcilié sur le fait que c'était peut-être pas une bonne méthode. Ben Aouda Abdelhaim de BFM Business. Les mots ont un sens et les Britanniques ont trouvé un terme qui permet de ne pas tourner autour du pot, c'est le boss napping. Boss, patron, et napping, de kidnapping. Ça donne une connotation un peu théâtrale, un peu cinématographique, un peu voilà, c'est une façon d'apaiser les choses. Et alors que séquestration, et ça c'est un chercheur britannique de l'université Aston Birmingham qui en 2012, donc avant cette affaire, a fait un long papier sur la pratique du boss napping en France, a dit voilà, si vous employez le terme de séquestration, vous basculez effectivement dans le caractère criminel de l'acte. Alors que si vous utilisez le terme de boss napping, vous restez dans la relation sociale, dans la lutte, dans le rapport de force entre employeurs et employés. Donc peut-être que effectivement les Anglais et les Américains trouvent toujours un terme plus précis, qui provoque moins de fractures. Et effectivement, là, dans l'ensemble des commentaires mondiaux, on ne parle pas de séquestration, on parle de boss napping. Boss napping, voilà, c'est bien. Voilà, grâce à Ben Aouda, vous avez découvert ce mot ce soir. Commentaire sur Twitter, le compte des décodeurs de l'écho de Didier B33 qui nous dit « C'est un acte odieux devant être puni, tout comme les menaces physiques aux salariés ne voulant pas faire grève. » Chris Rat 751, toujours sur Twitter. « C'est absolument anormal, c'est une privation de liberté qui devrait être assimilée à un enlèvement et punie de la même manière. » Emmanuel Le Chypre. Oui, sévère, vous trouvez sévère ou pas? Non, c'est pas... En même temps, c'est très difficile. C'est-à-dire que quand on regarde comme ça, évidemment, tout ça est très sévère, mais il faut se remettre dans ce contexte qui est quand même un contexte d'actes un petit peu désespérés. Et on voit bien en plus, ce qui est encore plus désespérant, presque, j'ai envie de dire, c'est que ça n'a
aucune prise, parce que même avant, on aurait pu dire, allez, on séquestrait les vrais dirigeants d'une usine, par exemple. Mais là, on séquestre des gens dont même la direction de Goodyear n'a certainement rien à faire et qui sont absolument pas les gens qui sont décisionnaires. Et je trouve que ça donne un côté encore plus pathétique peut-être et encore plus vain à cet acte. On ne sait même pas finalement. Et ça, c'est un vrai problème aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça montre aussi qu'on ne sait même plus à qui s'adresser ou à quel niveau s'adresser pour trouver un vrai dialogue avec quelqu'un qui a... On reparlera du dialogue, vous avez raison tout à l'heure. Oui. Bernard Vigier, c'était vain. De toute façon, séquestration ou pas, l'usine, malheureusement, elle va fermer avec 1173 suppressions de postes. Et un repreneur qui peut-être va reprendre une partie du personnel. Oui. Dans cette affaire, il y a 4 types d'acteurs. Un, les desperados. Ce sont les désespérés. Ce conflit, c'est un conflit du désespoir. Une usine dans laquelle on travaille depuis plusieurs générations, dans laquelle on se sent impliqué, qui tout d'un coup, parce qu'une décision venue de loin dit on ferme, et donc première catégorie. Deuxième catégorie, les oraux. C'était le ministre Estrosi hier, c'est aujourd'hui le ministre Montebourg, et qui arrive en disant on va se montrer parce que là, il y a de quoi passer à la télévision. D'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui, M. Montebourg est très prudent, il n'y va pas. Troisième catégorie... Vous avez vu, il ne savait même pas, Jean-Baptiste l'a montré, il ne savait même pas qu'ils avaient été libérés. Donc il est prudent, il ne veut pas y aller. Troisièmement, c'est les Don Quichotte, ce sont les organisations syndicales qui sentent bien que ce n'est pas du syndicalisme, que c'est de la voyoucratie, disons-le clairement, et qui seraient quand même, de par leur métier de syndicaux, plus portés à trouver des solutions par la négociation plutôt que par la violence. Parce que oui, notre syndicalisme a mûri. Et quatrième catégorie, c'est un peu les zombies. C'est-à-dire les patrons, les dirigeants. Qui sont les patrons? Ce n'est pas les patrons qui ont été séquestrés, ce sont des cadres. Alors où sont les patrons? Ça vient d'être dit. Où sont-ils? La question est là. C'est un fonds de pension, ça vient de loin. Où est le patron? C'est-à-dire qu'on sent bien que dans une entreprise, si on veut que la régulation sociale, le climat social soit là, il faut un mot. Alors, je ne sais pas dans quelle langue on peut l'utiliser, dans quel mot on peut trouver. En France, on dit un patron, quelqu'un qui gouverne, qui a le sens de l'industrie ou du commerce, qui a le sens de l'entreprise et le sens complet de l'entreprise, y compris dans sa dimension sociale. Alors on va y revenir, voilà, les zombies, les desperados, les oraux, les Don Quichotte, voilà, les acteurs de cette pièce qui s'est déroulée à Amiens, à Goodyear. On va y revenir donc, est-ce que la séquestration, c'était un mode d'action bien français, le boss napping, pour reprendre l'expression de Ben Aouda. Restez avec nous sur BFM Business, à tout de suite.